Eleni, enseignante universitaire en biotechnologie. Je suis là aujourd'hui pour partager avec vous mon expérience et ma vision concernant ce métier noble, qui soit derrière l'évolution et le développement de la société, soit qu'il est derrière sa régression et son déclin. Tout le monde voit dans ce métier-là, dans le métier de l'enseignant qui est responsable qui est source de l'information et qui est de son devoir de transmettre ce savoir-là et de le transférer à ses étudiants ou à ses élèves, c'est valable également. En fait, c'est une relation un peu verticale où l'étudiant il a appris à collecter de l'information, des données, à le prouver le jour de l'examen et après il ne les garde pas, ça c'est une autre affaire. Franchement, moi, le métier de vecteur d'information ne m'a jamais séduit. Et toutefois, je respectais et j'admirais beaucoup mes professeurs. Mais je voyais, au fond de moi, j'avais une conviction que ce métier-là, il est beaucoup plus noble, il est beaucoup plus grand. Bien que la tâche, elle est très importante de vecteur d'information, elle est très très importante, mais ça ne me séduisait pas. Au cours de mes quelques années d'expérience, j'ai vécu des épreuves qui ont consolidé mes convictions et qui m'ont vraiment montré que je suis un peu sur le droit chemin. Mais ceci nécessite obligatoirement qu'on croie à l'étudiant, à ses capacités, à son implication. Et bien entendu, ceci ne peut pas se faire de la même façon avec tout le monde. Donc à partir de là, on parle en quelque sorte de enseignement personnalisé. Pour qu'on puisse appliquer cette approche-là, il faudrait obligatoirement appartenir à un système qui permet de sortir du cadre conventionnel et de tenter une nouvelle expérience pédagogique innovante. Ça nécessite également qu'il y ait des ingrédients qui doivent obligatoirement exister chez l'enseignant. Le premier, c'est qu'il aime ce qu'il fait, obligatoirement. Le deuxième, c'est qu'il n'hésite pas à partager qu'il aime ce qu'il fait avec ses étudiants, parce que ceci est contagieux. Le troisième ingrédient, c'est qu'il soit toujours prêt, soit à subir, soit à apporter un changement. Au cours de mes quelques années d'expérience, j'ai vécu 3 expériences en fait, et que j'aimerais partager avec vous, ces 3 expériences-là. La première, elle concerne une de mes étudiantes. Elle était plutôt timide, réservée, et elle appréhendait énormément son passage devant ses camarades de classe pour sa présentation, de peur de ne pas pouvoir assurer à la fois par rapport à la langue française que par rapport au contenu scientifique. Et c'est là exactement que mon travail a commencé avec elle, où je l'ai accompagnée dans sa démarche et dans sa recherche scientifique. Et je l'ai un peu juste cadrée. Et là, le terme accompagner, je l'ai choisi minutieusement parce que ce n'était pas de l'encadrement, puisque je lui laissais entièrement la responsabilité du contenu scientifique. Mais, toutefois, je lui montrais les outils pour faire ceci. Une fois que son travail est achevé, je lui ai regardé, je lui ai dit, maintenant c'est toi qui connais le plus sur ce sujet-là. Et tu vas nous apprendre tous, et moi la première. En lui disant ceci, je crois qu'il y avait un déclic qui s'est passé en elle, et je l'ai vu dans ses yeux. Une fois, elle était au tableau, elle a commencé timidement, et dès qu'elle est arrivée à la partie où il y a des détails qu'elle maîtrisait très très bien, elle s'est carrément déchaînée, dans tout le sens du terme. Et là, on a assisté à une prestation digne d'une soutenance de thèse de doctorat. Franchement, moi, je la contemplais les larmes aux yeux. Et là, je le dis, j'ai pas honte à le dire. Vraiment, j'avais les larmes aux yeux. Je crois que depuis ce jour-là, elle parle en public sans aucun problème. Et je crois même qu'elle prend du plaisir à le faire. Le deuxième exemple, c'est en fait, ça concerne nos étudiants. Ça concerne leur développement personnel. Depuis un certain temps, on entend trop parler de
matières qui aident les étudiants, qui ont été introduites dans le cursus universitaire et qui aident les étudiants à mieux développer leur personnalité et leurs capacités. Ça, c'est excellent, c'est très bien. Et bien entendu, on parle de soft skills. Et il était temps pour nous de comprendre que le diplôme tout seul ne suffit pas et qu'il faudrait beaucoup plus que ça pour convaincre. Dans l'établissement où j'exerce, nous avons initié un nouveau projet, une nouvelle idée, un nouveau concept qu'on appelait projet socioculturel. En fait, ça consiste à faire quoi? Ça consiste à regrouper les étudiants en 5, donc c'est 5 étudiants, qui travaillent sur une idée qui les touchait particulièrement. Ça, c'est la première obligation. Et qui devrait obligatoirement laisser un impact social ou culturel. Donc, à partir de là, ils sont amenés à travailler sur leur idée comme une vraie start-up. Ce projet-là, il devrait être mené en collaboration avec des ONG, avec des associations, avec des écoles, avec des collèges, des lycées, des écoles maternelles, des orphelinats, des maisons de retraite. La liste, elle est très très longue. Et après, ils doivent donner le résultat et le fruit de leur travail. Au cours de cette expérience-là, et sans même qu'ils se rendent compte, ils ont appris à se présenter, à négocier avec des industriels, à planifier une action, à gérer un temps, à gérer un budget, à gérer le stress. Vraiment énormément de choses. Et là, je crois que ça doit être ça, les soft skills. Moi, je ne suis pas experte, je ne peux pas le confirmer, mais ça ressemble fortement. Le troisième exemple que je vais vous exposer ce soir, c'est en fait, ça me concerne personnellement. Et il s'agit en fait d'une étudiante que dès ses premiers jours dans l'école, elle a décidé de faire son projet de fin d'études sous mon encadrement. Et durant les 3 ans de son cycle d'ingénieur, elle était toute allée dans ce sens-là, jusqu'aux quelques jours seulement avant le début de son PFE, où là j'ai appris une très lourde nouvelle, la plus lourde de ma vie, la plus difficile à accepter, où on m'a diagnostiqué un cancer du genre super méchant, un triple positif. Et là, tout s'arrête dans la tête. Tout se fige pendant un certain temps et les priorités changent carrément. Et là, on commence à réfléchir sur 2 possibilités. Tislik ou la matslik. Ça passe ou ça passe pas. Une fois la machine elle est lancée, ça va à très grande vitesse. IRM, scanner, analyse, opération, chimiothérapie, hormonothérapie. La liste, elle est très très longue, je ne vais pas vous embêter avec ça ce soir. Donc, bien entendu, comme le cliché un peu l'impose, c'est en fait là où on commence à réfléchir sur 2 options. C'est que soit on écrit des lettres, soit on enregistre des vidéos pour les enfants. Mais vraiment, devant cette situation, je n'avais pas du tout la possibilité de mener n'importe quel projet, encore moins d'encadrer des PFE. Vraiment, c'était le dernier de mes soucis et je n'avais pas la tête à ça du tout. Et là, je l'ai annoncé à mon étudiante. Je lui ai dit, je suis désolée, je ne peux pas honorer mon engagement et je ne peux pas vous encadrer. Elle m'a dit, ok alors, je reste pour septembre, le temps que vous finissez vos thérapies. Pour moi, c'était même pas envisageable. Je ne pouvais pas, mais elle insistait tellement et elle était sérieuse en plus, vraiment. Devant son insistance, j'ai accepté sans trop réfléchir. Je ne savais pas comment faire, mais j'avais accepté. Et là, j'ai commencé à alterner mes cures de chimiothérapie avec mon travail dans le laboratoire. Et je montais au 4e étage chaque jour. Et je vous assure qu'en arrivant
au 4e étage à l'accueil, j'avais envie de planter un drapeau comme si j'avais grimpé l'Everest. Et là, dès que j'entre dans le laboratoire, je suis complètement emportée par le travail et j'oublie carrément la douleur, les soucis, j'oublie tout simplement la maladie. Et au départ, franchement, je le faisais pour elle, entièrement pour elle. Mais petit à petit, je me suis rendu compte que finalement, je suis aussi gagnante. Et peut-être c'est moi qui est la gagnante. Et là, ça commence à tourner dans la tête. Excusez-moi, il y a un peu d'émotion qui sort, mais c'est bon, on va dépasser ça. Il y a de l'espoir aussi. Donc, en fait, après avoir vécu quelques mois avec elle dans le laboratoire, je me suis rendu compte que j'ai poussé ma barrière physique. Je l'ai carrément cassée, la barrière physique. Et j'ai obligé mon corps à suivre mon mental. Ceci a été réalisé vraiment grâce à cette étudiante. Et je crois qu'elle m'a apporté quelque chose et que je crois vraiment qu'elle a contribué avec une très grande partie dans ma guérison, avec peut-être un nouveau concept et quelque chose qu'elle a inventé elle-même, qu'on appelle le travaillothérapie. On a appelé toutes les deux le travaillothérapie, qu'elle m'a imposé avec tellement d'amour. Peut-être la plupart d'entre vous se posent la question, mais comment se fait-il qu'elle parle d'un sujet aussi lourd avec une telle facilité? En fait, moi, je fais ça pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont comme moi et qui ont besoin de voir qu'on peut dépasser cette maladie et on peut réussir. Il suffit d'y croire. Et il suffit d'avoir le mental qui va avec ça. Ça, c'est la première motivation. Et je crois que depuis, j'essaie de partager un peu l'information avec les gens concernés. La deuxième motivation, c'est pour rendre hommage en fait aux personnes qui m'ont aidée. Et parmi ces gens-là, une très grande partie, ce sont mes étudiants qui m'ont énormément appris et qui m'ont aidé à dépasser cette souffrance-là et cette maladie-là. Je crois que à partir du moment où on a vécu à travers cette maladie-là, on doit la considérer comme une renaissance. C'est une deuxième chance et j'ai vraiment l'intention de la saisir pour vivre, pour enseigner et pour apprendre autrement. Je vous remercie infiniment.